Juste en tant qu'introduction, donc pourquoi cette WebEx l'AV6 a introduit un certain nombre de changements dans les structures comptables et c'est l'occasion donc d'échanger sur cet aspect-là. Le message que je voudrais faire passer à l'issue de cette WebEx, c'est que paradoxalement, les améliorations qui ont été apportées dans la V6 simplifient d'une certaine façon pour les cas simples la gestion comptable et financière et permet d'adresser des cas plus compliqués qu'on avait du mal à faire dans les anciennes versions. Le menu que je vous ai concocté, c'est un overview un petit peu des enjeux et des réponses que je verrai beaucoup dans un cadre multisociété et également multilégislation. Mais bien entendu, la structure comptable V6 permet de répondre à des cas monosociétés. J'aurai l'occasion d'y revenir. La deuxième partie, permettra de présenter un petit peu les bénéfices comparés d'une structure monoréférentielle vis-à-vis d'une structure multiréférentielle. Donc bénéfices comparés, ça veut dire avantages et inconvénients. Et en particulier sur les points de vigilance lorsqu'on utilise l'une ou l'autre des structures comptables. La troisième partie sera l'illustration via le multi et le monoréférentiel de problématiques bien connues. Par exemple, je vous parlerai de comptabilité IFRS. Et enfin, quelques questions fréquences. Quid, par exemple, des migrations d'une structure V5 dans une structure V6? Et qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les possibilités que j'ai lorsque je veux faire évoluer ma structure comptable en passant, par exemple, d'une structure monoréférentielle à multiréférentielle? Donc la première partie, c'est tout ce qui est enjeux et réponses, axé bien sûr sur le contexte multisociété, parce que ça va être une application pratique, le cas le plus fréquent, et en particulier, mais ce n'est qu'un cas particulier, le cadre de l'international. Et pour commencer, donc quelques chiffres. Quand on parle de référentiel, on parle donc de données communes d'une certaine façon, communes à l'intérieur de l'entreprise. La problématique majeure qu'il va y avoir, c'est quand il y a plusieurs besoins, plusieurs entreprises, des silos, comment je réconcilie des données qui sont potentiellement hétérogènes. Donc le cas de multisociété est particulièrement intéressant. Deux chiffres qui proviennent d'études Sage, 77% des entreprises de 50 à 2000 salariés, c'est-à-dire pile poil notre cible, ont au moins 2 sites distants. Et 64% des entreprises de 50 à 2000 salariés ont au moins un bureau à l'international. Donc se confrontent à des problématiques internationales, sachant que les problématiques internationales, c'est en particulier le légal qui impose des nomenclatures comptables, des comptabilités bien particulières. J'ajoute 3 commentaires là-dessus. C'est qu'on n'a pas forcément, enfin les entreprises n'ont pas forcément la main sur l'organisation juridique. Et que l'organisation juridique n'est pas exclusivement portée par le business. Il y a des éléments capitalistiques qui entrent en jeu. Les cas classiques, c'est la séparation par exemple des usines de production, des entités de commercialisation et puis de structures qui possèdent par exemple les biens immobiliers. Dès lors qu'on parle de sites distants ou de sociétés, on se heurte logiquement à des problèmes de cloisonnement des process. Naturellement, on a l'habitude de travailler à l'intérieur de son silo. Et le silo, indirectement, induit forcément une hétérogénéité des données. Le troisième commentaire, c'est que c'est particulièrement vrai dans le cadre de l'international, avec deux choses qui entrent en jeu. Premièrement, l'aspect aller à l'international n'est pas forcément un choix, c'est souvent une nécessité, une question de survie de l'entreprise, et qu'en dehors donc des problèmes de langue,
il y a, du fait du légal, du respect des normes légales, une hétérogénéité évidente des flux et des données. Bon, je ne vais pas insister sur ce slide-là, simplement pour dire que dans la cible où on est, c'est une problématique importante, le multisociété et la gestion d'environnements hétérogènes, mais c'est d'autant plus vrai, et donc la quasi-totalité des cas, au fur et à mesure où on monte dans la taille des entreprises, où le besoin d'intégration, casser les silos, devient une nécessité indispensable. Donc, le sujet majeur, c'est comment réconcilier des données qui sont hétérogènes, soit pour des raisons de contraintes légales, soit pour des raisons de fonctionnement différents, d'activités différentes, etc. Et le multisociété est un cas particulier intéressant de ce point de vue-là. Les enjeux, c'est quoi? C'est la visibilité en temps réel, plus exactement, comment passer d'une vision rétroviseur, on va dire, à une vision temps réel de l'activité, voire prospective. On l'a vu au niveau de la crise, c'est un enjeu majeur de pouvoir anticiper. Le deuxième aspect, c'est le contrôle de toutes les entités, et c'est surtout vrai dans le cadre de l'international. Lors d'un déploiement à l'international, une des difficultés auxquelles va se confronter l'entreprise, c'est de pouvoir contrôler en particulier les flux de cash au niveau des différentes entités à l'international. Les objectifs fixés par la finance au niveau, on va dire, des instances de pilotage ne doivent pas pénaliser pour autant la gestion opérationnelle. La finance est avant tout un outil de gestion opérationnelle. Donc une des problématiques va être comment réconcilier finalement les besoins high level de la gouvernance et puis les besoins du terrain, de la gestion opérationnelle. Le quatrième élément, c'est assurer la conformité légale et normative. Tout ce qui est financier est effectivement régi par des règles qui sont strictes. Ne pas les assurer est une erreur grave. Et enfin, un pan qui est très lié là aux multisociétés, c'est améliorer la productivité et en particulier automatiser tous les échanges entre les sociétés. Donc les enjeux, c'est piloter, contrôler, se conformer, automatiser les flux réciproques entre les différentes entités dans le cadre du multisociété. On pourrait étendre ces enjeux-là aux monosociétés dans le cas où on a à répondre à plusieurs normes, cas classique, la comptabilité sociale et la comptabilité IFRS. Autre cas classique, la comptabilité générale versus la comptabilité analytique. En gros, Sage ERP X3 version 6 permet de gérer plusieurs entités, même dans un cadre international, autour d'un référentiel commun. Quand je parle de référentiel commun, il s'agit ici de tous les utilisateurs, de toutes les données de base, de toutes les règles de gestion et de tout ce qui est workflow. Donc c'est la garantie d'une certaine façon que tout le monde travaille avec des processus unifiés au maximum et donc une consolidation temps réel. La V6 a introduit la possibilité de décliner certaines informations au niveau des données de base. Je pense notamment à tout ce qui est la base tiers. La grande avancée, enfin, est la gestion du multiplan de compte, ce que j'appelle en fait multiréférentiel comptable. Ce multiplan de compte donc, permet de gérer plusieurs comptabilités mutualisées ou spécifiques en fonction des activités, des localisations, des besoins, et donc de répondre à des besoins locaux, de gestion, de législation
ou des besoins de groupe, des besoins de normes, et tout ça sans retraitement et double saisie. La V6 a introduit, enfin, a consolidé tout ce qui était gestion de flux miroirs intercompagnie, en tout cas dans tous les modules négoce, a renforcé tout ce qui est procédure multisociété, le fait que toutes les entités soient consolidées dans une même base de données permet de faire du reporting, et du reporting consolidé sur plusieurs sociétés, mais voire plusieurs activités, enfin tout ce qui est site financier, etc. Et enfin, ça recouvre tout ce qui est conformité réglementaire. La V6 introduit effectivement la possibilité de gérer plusieurs localisations au sein d'un même dossier. Ce slide est intéressant puisqu'il recense finalement toutes les avancées de la finance V6 par rapport aux anciennes versions, avancées qui ont été conçues essentiellement dans un but de multilégislation et de multisociété, mais dont toutes les entreprises bénéficient. En premier lieu, il s'agit de la gestion en devises. Tout le vocabulaire de gestion en devises, on retrouve un certain nombre de choses. Je vais les citer. En premier lieu, la suppression de la devise de reporting. Tous les partenaires qui se sont confrontés à des dossiers à l'international devant gérer donc plusieurs devises comptables se sont heurtés à ce problème-là. Pour dire les choses brutalement, la devise de reporting est supprimée et la mise en œuvre de comptabilité multidevises passe par des comptabilités multiréférentielles. La deuxième chose, c'est l'amélioration de la gestion des écarts de change et de tout ce qui est conversion actif-passif, les réévaluations des dettes et des créances. Pour faire simple, tous ces traitements-là passent les flux comptables dans la devise d'origine du flux, ce qui évite de polluer d'une certaine façon les balances en devises. Et en ce qui concerne les balances en devises, il y a des améliorations, en tout cas pour la 6.2, avec de véritables balances en devises permettant de gérer et de justifier les soldes de comptes multidevises. Voilà pour la gestion des devises. La deuxième chose, c'est la standardisation des données et des flux comptables. Une des caractéristiques dans les versions V5 et antérieures de la comptabilité, c'était la séparation stricte entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Et on parlait à ce moment-là de compte général et de nature analytique. La V6 a permis de banaliser et de standardiser toutes les notions de compte, qu'elles aient un rôle de comptabilité générale ou de comptabilité analytique ou de comptabilité IAS-IFRS. Donc on se retrouve d'une certaine façon avec des natures comptables, et toutes les natures comptables, quel que soit leur rôle, ont les mêmes informations. En particulier, ce n'est qu'un cas particulier, les codes reporting qui sont disponibles aussi bien dans le plan de compte général que dans le plan de compte analytique. La deuxième chose, c'est un stockage physique indépendant du rôle. Je m'explique. À partir du moment, dans les versions antérieures, où on voulait mettre par exemple la comptabilité analytique en place, on avait à jongler avec une balance générale et une balance analytique et des process dédiés. Quand on avait à mettre en place une comptabilité IAS-IFRS, là aussi, les résultats de la comptabilité IAS-IFRS étaient stockés dans des structures de données dédiées.
Ça n'existe plus en V6. Toutes les comptabilités, tous les référentiels sont gérés dans les mêmes tables, ce qui permet donc de faciliter le reporting. Le troisième aspect, c'est la standardisation des process. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les process qui existaient, dédiés soit à la comptabilité générale, soit à la comptabilité analytique, soit à la comptabilité IAS-IFRS, sont maintenant complètement banalisés et disponibles sur n'importe quel référentiel. Et c'est au moment du choix, du lancement des process, qu'on précise quelle est la comptabilité qu'on veut gérer. Donc chaque process peut être lancé spécifiquement ou globalement, spécifiquement sur un référentiel ou globalement sur plusieurs référentiels, sachant que dans le premier cas, il existe toujours des automatismes de propagation qui permettent de générer un référentiel à partir de l'autre. Ça c'est vrai pour la majorité des process, sauf quelques cas particuliers, comme par exemple les répartitions analytiques et les clôtures comptables. En ce qui concerne les clôtures comptables, la V6 introduit des véritables clôtures analytiques, alors que vous savez que dans les versions antérieures, la clôture analytique ne générait pas d'écriture comptable. La quatrième avancée sur la finance V6 est ce qu'on appelle la gestion du partenaire et du flux, qui sont des données essentielles dès lors qu'on veut connecter les informations financières comptables vis-à-vis d'un outil de consolidation et de reporting type Sage FRP consolidation et reporting ou Hyperion ou Magnitude. Donc c'est une première avancée importante pour faire en sorte que la comptabilité, le système comptable et financier de l'ERP comporte nativement toutes les informations qui seront nécessaires pour faciliter le reporting ultérieur, en phase de closing en particulier. La refonte des structures comptables, des structures de données, etc. en V6 a permis également de modifier de façon importante tous les outils de reporting. C'est possible grâce à quoi? C'est possible en particulier par la gestion de balance à plat, donc disparition de tout ce qui est croisement d'axes analytiques, donc croisant tous les axes. La deuxième chose, c'est la gestion des pyramides, aussi bien en nature qu'en destination, donc compte et section, et maintenant dynamique, alors qu'avant, il y avait un process batch qui assurait la cohérence de tout ça. Les outils de consultation, balance, etc., ont été considérablement enrichis, puisque maintenant, on ne s'intéresse plus à l'ordre des sections, on les choisit directement dans la consultation, au moment en tant que critère de sélection et critère de restitution des éléments comptables. Et de ce point de vue-là, il y a une fusion, par exemple, de la balance analytique, de la consultation de la balance analytique et de la consultation des balances pyramidales. Les tableaux de bord ont été largement enrichis. Ils travaillent non seulement sur la comptabilité générale, comptabilité analytique, mais sur tout type de référentiel. Et bien entendu, les états ont été refondus en conséquence, ainsi que les requêtes et la business intelligence. Voilà un petit peu le contenu des modifications liées à ce qu'on appelle le multilégislation et plus exactement au multiréférentiel dans la version 6. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour présenter finalement les bénéfices comparés structures monoréférentielles et multiréférentielles. Le principe de base est de savoir dans quel cas on met
enfin essayer de dresser un portrait robot des entreprises pour lesquelles une structure multiréférentielle est adaptée et dans lesquelles une structure monoréférentielle est adaptée. Les caractéristiques du monoréférentiel. Donc je rebondis sur ce que je vous avais dit au début. Ça consiste à simplifier la structure comptable. Et paradoxalement, donc la V6 permet de traiter plus simplement des sujets simples que les versions antérieures. Pour être un peu brutal, la version 5, par exemple, était par nature, et c'était obligatoire, une comptabilité multiréférentielle, générale et analytique. La refonte de la comptabilité en V6 fait que maintenant on peut parler de comptabilité sociale, incluant donc nature et destination analytique. Si je ne suis pas clair, bien sûr, vous m'interrompez. La deuxième chose, c'est que puisque la structure comptable est simplifiée, puisqu'on n'impose pas la gestion en parallèle d'un compte général et d'une nature analytique, et bien entendu, le paramétrage et l'exploitation est facilité. Et enfin, ça facilite le reporting group pour une société en permettant de mixer l'analyse par nature et par destination. Chose importante, donc cette structure monoréférentielle a été privilégiée dans le cas des projets Sage ERP X3 Standard Edition. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est plus simple. Les points de vigilance derrière, le premier, c'est que le plan de comptable est par définition général principal. Si certains comptes sont suivis en analytique, certains processus ont une action directe à la fois analytique et générale. C'est-à-dire, pour faire simple, le process par exemple de répartition analytique génère des pièces visibles aussi bien d'un point de vue légal et fiscal que analytique. Le fait qu'on ne sépare pas l'analyse par nature, comptabilité générale, et l'analyse par nature analytique, fait qu'on peut être amené à multiplier les comptes généraux pour des besoins d'analyse interne, pour des besoins de gestion, ce qui n'est pas forcément idéal. Enfin, facilite le reporting group. Oui et non, c'est que dès lors qu'on a à gérer plusieurs sociétés relevant de plusieurs plans de compte, de devises ou d'exercices différents, l'hétérogénéité des données induites rend difficile toute analyse transverse aux structures juridiques. Ça veut dire quoi? Si vous gérez une société monoréférentielle française et que vous avez à gérer une société monoréférentielle on va dire US, comme il n'y a pas de point de comparaison des plans de compte, des devises, etc., il est impossible d'avoir une vision agrégée des deux sociétés. Alors c'est le cas de l'international, en particulier dès qu'il y a des problématiques de devises, donc c'est des contraintes légales. C'est le cas de sociétés ayant des exercices différents. C'est le cas de sociétés relevant de normes comptables différentes. Un cas classique, c'est par exemple le régime assurance et le régime, on va dire, droit commun. Ou c'est le cas également de sociétés qui doivent tenir une comptabilité à la fois sociale et IFRS. Et enfin, c'est le cas de groupes, et ça existe, qui donne une totale autonomie de gestion aux entités opérationnelles. Si chacune de ces entités a la mainmise totale sur la structuration de ces données comptables internes, il est clair que l'analyse agrégée est plus difficile.
Donc les caractéristiques maintenant du multiréférentiel en termes de bénéfices et de points de vigilance. Donc le bénéfice, c'est qu'on répond à peu près à toutes les problématiques et à tous les cas possibles. Donc aussi bien en termes de nomenclature comptable que de gestion en devise, que d'exercices décalés, que de règles de comptabilisation différentes, puisque cela permet effectivement de gérer en parallèle plusieurs comptabilités. L'inconvénient et point de vigilance, c'est le paramétrage des règles de propagation si on veut automatiser le déversement d'une comptabilité dans une autre, paramétrage qui peut être complexe. La deuxième chose, c'est que puisqu'on gère des comptabilités parallèles, eh bien, ça multiplie d'une certaine façon les flux comptables, donc attention à la volumétrie. Le troisième point de vigilance, c'est que les règles de propagation, d'une certaine façon, sont inscrites dans le référentiel et donnent donc lieu à un déversement de compte à compte. Et ça veut dire qu'une erreur ou un remapping nécessite éventuellement des reclassements ultérieurs. Le quatrième point que je vois, c'est la consultation standard. Toutes les consultations standards sont prévues pour gérer un référentiel et un seul. Donc, si on veut mettre en place, si on utilise le multiréférentiel pour gérer par exemple des comptabilités d'écart, j'y reviendrai en comptabilité IFRS, et ben les outils standards doivent être personnalisés pour pouvoir agréger plusieurs référentiels. Le deuxième bénéfice d'une gestion multiréférentielle, c'est la souplesse de la structure comptable. En gros, qui permet des liens 0N ou NN entre une comptabilité et une autre. Donc qui autorise en particulier une gestion miroir totale, décrite par des règles de propagation par exemple, ou alors d'introduire des structures de lignes différentes d'un plan à un autre, voire des écritures qui sont pures à un référentiel à l'exclusion des autres référentiels. Les points de vigilance, c'est bien entendu toutes ces règles de cohérence qui doivent être paramétrées, donc qui alourdit d'une certaine façon le paramétrage. Il existe des mécaniques et des contrôles paramétrables entre deux référentiels qui permettent de moduler d'une certaine façon les difficultés et d'assurer une cohérence stricte entre les référentiels. Mais ce n'est pas toujours possible. Enfin, j'ai dit que les process étaient éventuellement séparés référentiel par référentiel, et ça peut induire des écarts du fait qu'on traite un référentiel d'une certaine façon et un autre référentiel d'un autre. Un exemple simple, c'est par exemple le type de cours utilisé pour un référentiel vis-à-vis d'un autre. S'il y a des écarts donc, de taux de conversion, il est bien évident que les référentiels ne seront pas comparables. Puisque je parle de devises, donc un gros avantage du multiréférentiel, c'est de gérer plusieurs comptabilités dans plusieurs devises. Et ça, c'était une des limites fortes des structures comptables V5. Et à ce niveau-là, donc un gros bémol, de ne pas confondre la comptabilité en devises de la comptabilité de consolidation. Enfin, c'est deux problématiques qui sont totalement différentes, les règles ne sont pas les mêmes. Parlons maintenant de quelques cas classiques. Le cas classique, c'est la gestion de la comptabilité sociale versus IAS-IFRS.
La particularité de la comptabilité IFRS, c'est qu'elle suit des normes qui ne sont, c'est une norme qui ne suit pas exactement les mêmes principes que la comptabilité sociale. Donc il y a finalement des reclassements, des écarts entre les deux comptabilités, écarts qu'il faut gérer. En général, l'IFRS est très lié aux sociétés cotées avec plein d'entités. Et en gros, les comptabilités IAS, IFRS sont associées très très souvent à un outil de consolidation. La problématique étant comment j'alimente cet outil de consolidation à partir de mon système comptable. À ce sujet-là, donc sur la consolidation, je vous rappelle que Sage RPX3 ne traite pas de cette consolidation. En particulier, elle ne traite pas de l'élimination des éléments réciproques, que les règles de conversion d'une devise de tenue de la comptabilité, d'une devise de consolidation ne sont pas, enfin c'est différent. Et enfin, X3 ne génère pas les liasses de consolidation, c'est bien évident. Par contre, ce qu'autorise X3, c'est de faciliter cette consolidation en lien avec un outil en particulier. Par exemple, en automatisant le mapping entre le compte social légal et le compte IAS-IFRS, en automatisant, si nécessaire, tout ce qui est gestion des flux et des partenaires pour la réconciliation des flux réciproques, des flux interco, et pour les analyses en termes de flux, augmentation, diminution, etc. Et enfin, automatise maintenant la gestion d'axes analytiques à véhiculer en consolidation. Très fréquemment maintenant, les outils de consolidation ne se contentent pas de la consolidation statutaire, mais font également des analyses liées, on va dire, à de l'analytique, notion de dimension. La structure V6 de ce point de vue-là ouvre des portes considérables dans la mesure où on ne parle plus de comptabilité générale et de comptabilité analytique, mais de comptabilité mixte générale analytique. Bon, le dernier point, c'est qu'il existe un connecteur entre X3 et l'offre Sage de consolidation et reporting qui s'appelle Sage FRP Consolidation et Reporting. Les possibilités de gestion de comptabilité IFRS. J'élimine d'office, bien entendu, les comptabilités IFRS qui seraient retraitées directement dans l'outil de consolidation à partir de flux de retraitement saisis dans ce même outil. Je pars du principe que la problématique est mon système comptable doit alimenter mes comptabilités. Donc les options possibles, c'est la mise en œuvre d'un référentiel comptable IFRS en parallèle de la comptabilité sociale. Le principe, c'est l'application stricte des principes de fonctionnement du multiréférentiel. En gros, on met une comptabilité sociale et une comptabilité IAS-IFRS. Les commentaires, c'est simplement que c'est une structure multiréférentielle avec ses avantages et ses inconvénients. La deuxième possibilité, c'est de mettre en œuvre une comptabilité IFRS de retraitement dans un référentiel dédié. Donc ne sont enregistrées finalement dans ce référentiel que les écritures d'écart et de passage entre la comptabilité sociale et la comptabilité IFRS. L'agrégation des deux donnant la comptabilité IFRS. Là aussi, on se retrouve dans une structure multiréférentielle, sauf que les deux référentiels sont complètement déconnectés l'un de l'autre, avec l'inconvénient tout de même que les outils standards de restitution ne prévoient pas d'agréger plusieurs référentiels entre eux. Agréger plusieurs référentiels entre eux, effectivement, pose des hypothèses fortes de cohérence en termes de plan de compte, de données analytiques, etc.
La troisième possibilité, c'est un retraitement IFRS en comptabilité sociale. Je m'explique, c'est de créer des sociétés fictives dans lesquelles on passe les écritures de retraitement, de passage d'une comptabilité à l'autre. C'était souvent d'ailleurs une logique qu'on utilisait dans les versions antérieures parce que simple à mettre en œuvre. Le deuxième cas classique, c'est la gestion d'exercices décalés. Donc là aussi, les options possibles, c'est je gère pas mes exercices décalés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir de la difficulté à avoir une vision agrégée de mes sociétés, ou je vais avoir une vision difficile de mon périmètre de temps, puisque décalé vis-à-vis de ma comptabilité. Donc les options possibles, c'est la mise en œuvre d'un référentiel dédié, bien entendu, puisque les exercices sont calés par référentiel, avec les avantages et les inconvénients des structures multiréférentielles. Je n'y reviens pas. Peut-être à ce niveau-là, ne pas oublier, par exemple, que dans des problématiques groupes, souvent les budgets ne sont pas forcément calés. Les budgets sont calés sur des exercices groupes et peuvent être décalés vis-à-vis de la comptabilité d'une entreprise, par rapport aux exercices d'une entreprise. Donc, cette gestion-là peut très bien être faite en utilisant le multi-référentiel et donc en dédiant un référentiel analytique basé sur l'exercice groupe. Donc les autres cas, pas de mise en œuvre d'un référentiel dédié, on reste dans le cadre de la comptabilité sociale, et à ce moment-là, les consultations ont été remaniées pour permettre d'agréger des flux d'une période, incluant donc des entités qui ne sont pas forcément calées sur le même exercice. Or, à nouveau, c'est-à-dire qu'on saura tracer exactement quels sont les flux d'une période donnée. Donc pour le résultat, c'est parfait. Pour le bilan, c'est un petit peu plus compliqué. On peut le faire par consultation standard et en calculant des à nouveau sur plusieurs consultations. Pour finir, trois infos donc sur quelques questions qu'on peut se poser. C'est c'est en particulier quid de la migration des versions intérieures à la V6. Et puis qu'est-ce qui se passe quand j'ai mis en place une structure comptable X et que je veux passer, enfin monoréférentielle par exemple, et que je veux passer à une structure comptable multiréférentielle. Donc, sur la migration, jusqu'en version 6.2 inclus, la migration depuis les versions antérieures s'effectue à structure comptable comparable. C'est important ce que je dis. Considérant donc que la version 5 est en fait une structure multiréférentielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan de compte V5 est basculé dans un plan de compte général, dans un référentiel général. Le plan de nature analytique V5 est basculé dans un plan de compte analytique. Et si une comptabilité IFRS a été mise en place en V5, on génère un troisième plan comptable constitué du plan de compte IFRS. La conséquence, c'est quoi? C'est que on reproduit en V6 la structure comptable V5, c'est-à-dire du multiréférentiel.
les règles de propagation entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique d'une part, la comptabilité générale et la comptabilité IAS-IFRS d'autre part, eh ben, sont traduites à partir des paramétrages V5. Donc on se retrouve en V6 avec une comptabilité générale, c'est-à-dire une analyse par comptes généraux, une analyse par compte analytique sur un autre référentiel, bordé, j'imagine, aux comptes de classe 6 et 7, mais pourquoi pas sur des comptes de bilan. Et enfin, dans le cas où une comptabilité IAS-IFRS a été mise en œuvre, un troisième référentiel. Ultérieurement, va être mis à disposition un outil qui va permettre de choisir quelle est la structure comptable cible et qui permet par exemple de passer de la structure V5, qui est une structure en fait multiréférentielle imposée, à une structure monoréférentielle mixtant un compte général et des sections analytiques. Alors bien entendu, ça sera disponible avec un certain nombre de règles simplificatrices pour traiter les cas particuliers où le plan de compte V5 est différent du plan de compte nature analytique V5, et puis pour traiter les écritures qui sont purement analytiques. Effectivement, comment traduire ces éléments en comptabilité sociale, c'est pas forcément évident. Les procédures d'ajout et de suppression de référentiels. Alors le passage d'une structure monoréférentielle à une structure multiférentielle, il faut savoir qu'il y a un utilitaire qui existe et qui consiste donc à retraiter une comptabilité existante et de rejouer dessus les règles de propagation. Donc, sous réserve que les règles de propagation soient entrées correctement, l'utilitaire permet de reconstituer from scratch, à partir de la comptabilité existante, un deuxième référentiel. Bon, évidemment, je vais être un peu provocateur, hein. Il y a un bouton, il suffit d'appuyer sur un bouton non, hein, c'est un projet. Le deuxième point, c'est le passage d'une structure multiréférentielle à une structure monoréférentielle. Alors pour l'instant, il n'existe pas, et je ne sais pas s'il y en aura, il n'existe pas d'utilitaire qui le fait, et ce type de manipulation devra s'effectuer effectivement en mode projet. Voilà, j'ai fini tout ce que je voulais vous raconter sur les structures comptables V6. Je voudrais insister encore une fois sur quelque chose qui me semble important, c'est que il y a pas mal d'informations qui me remontent, qui remontent comme quoi la structure V6 est plus complexe que la version, que celle qui existe dans la version 5. En fait, je pense que paradoxalement, elle est plus simple, en tout cas pour les cas simples, pour traiter les cas simples. Au sein d'un projet et en adéquation avec les besoins d'une entreprise, le nerf de la guerre, ça va être quand même de choisir la bonne structure comptable et donc faire le poids entre les avantages et les inconvénients d'une structure vis-à-vis de l'autre. J'insiste sur le fait qu'on privilégie bien sûr le fait que la comptabilité soit le cœur du système financier et donc véhicule toutes les informations et génère le reporting, qu'il soit interne et externe, de façon native, mais qu'il existe une autre possibilité, c'est de faire du mapping a posteriori en utilisant par exemple des codes reporting ou ce genre d'informations. Et donc là, c'est un retraitement, on va dire, lié au moment où on lance le reporting directement. Voilà, j'en termine là et je suis à votre disposition si vous